Et au Luxembourg, un médecin luxembourgeois nous téléphone à l'association ACUT. Nous qui ne sommes pas des médecins, nous qui essayons de consulter les gens un peu sur les pollutions à faible dose. Il nous a dit qu'il avait la sclérose en plaques. Alors je lui demande, c'était par téléphone, je lui demande, alors décrivez-moi ce que vous avez. Il dit, il a des problèmes oculaires, des problèmes de faiblesse, des problèmes d'étourdissement, etc. Donc des symptômes qui peuvent être en relation avec une sclérose en plaques. Et il me dit, 5 neurologues lui ont certifié, luxembourgeois lui ont certifié qu'il avait une sclérose en plaques. Et comme il n'était pas encore tout à fait sûr, il voulait se rassurer, il est allé en France, à l'université de Strasbourg ou Paris, je ne me rappelle plus bien. Alors, ceux-là, ils leur dit, oui, vous avez la sclérose en plaques. Eh bien, je vous dis qu'il n'avait pas la sclérose en plaques. Il avait des meubles en cuir. Il avait des meubles en cuir. C'était ça. Les meubles en cuir étaient traités de telle façon, avec la pentachlorophénol, avec d'autres, et avec des insecticides, qu'après analyse de ces meubles, un laboratoire spécialisé en médecine environnementale de l'université de Brême lui a dit, vos meubles sont tellement contaminés à la pentachlorophénol qu'il faut tout de suite les jeter à la super déchetterie. Il venait les acheter 1 an et demi auparavant. Très beau, hein. Elle était là tous les soirs, elle revenait de son travail, elle était là avec son bon vin de verre devant la cheminée, dans son canapé, et tout le temps ça gazait. Tout le temps il y avait des émanations. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Dans cet exemple très concret, un médecin a été guéri d'une sclérose en plaques par une association de patients. Ça c'était la réalité, parce que 2 mois après, ou 2 mois et demi après, il n'avait plus de symptômes du tout. Tout avait disparu. Tous ces problèmes avaient disparu uniquement par le fait d'éviter une source de contamination. Et cet exemple provocateur et peut-être extrême, ça démontre que ça peut se passer dans toutes les maisons. Pas dans toutes, mais dans beaucoup de maisons. Et ça démontre que les maladies de l'environnement sont bien réelles, même dans le corps médical. Même dans le corps médical. Et pour moi, il est pour cela vraiment évident que si on veut éviter une explosion des coûts, des frais, des caisses de maladies, il faut que les médecins, il faut que la politique prenne enfin en compte les maladies de l'environnement qui deviennent de plus en plus nombreuses. C'est pas moi qui le dis. Il y a dans le rapport, par exemple, dans le rapport français, c'est ce qu'on dit là, en substance, sur ces 250 pages. Il y a un livre paru maintenant en janvier d'un professeur de l'université Paris 5, qui s'appelle Dominique Pellepomme, un oncologue très connu, qui était chargé par Jacques Chirac pour le plan anti-cancer en France. Lui, il dit que si nous n'arrivons pas à faire à la prévention, dans le domaine de la production, de l'environnement en général, d'un côté, et si nous ne nous occupons pas des maladies chroniques, parce qu'il faut bien se demander pourquoi ces maladies sont chroniques. D'où ça vient qu'il y a toujours plus de maladies chroniques, de la peau, de la respiration, etc. Pourquoi il y a toujours ça? Pourquoi ça augmente? Alors, si on ne réalise pas que c'est un facteur vraiment très grand dans les frais des caisses de maladie, à côté de l'âge, donc les gens deviennent plus vieux, évidemment, le matériel, les appareillages médicaux deviennent plus sophistiqués, ça coûte aussi. Aujourd'hui, dans cette réunion, on a beaucoup parlé de la formation des médecins, on a parlé un petit peu de la prévention, donc de la formation du patient peut-être, mais j'ai aussi entendu une conférence assez intéressante, celle de Madame Hott, qui parlait notamment de la formation de tous les acteurs des soins de santé. Parce que finalement, le patient est entouré par un certain nombre d'acteurs qui pourraient très bien, bon, ici dans cette salle, bien entendu, on va trouver toute une série de personnes extrêmement sensibilisées aux problèmes de l'indoor pollution, mais sur le territoire que je fréquente, forcément, les gens ne savent pas, quand il y a des moisissures sur le mur, pour eux c'est une tache d'humidité. Ça n'est pas un organisme qui produit des substances toxiques qui peut causer la maladie. Or, je pense que quand, par exemple, il y a un bébé dans la famille, l'infirmière de l'ONE qui va rendre visite aux parents peut très bien dire « mais bon sang, là il y a un problème, c'est dangereux pour votre bébé », et donc peut-être d'assurer le relais peut-être vers le médecin ou vers le service d'ambulance verte, entre guillemets. Le CERES est un centre de recherche sur l'éducation et la communication dans les domaines de l'environnement et de la santé. Nous faisons aussi de la formation dans ce domaine-là et donc nous sommes particulièrement intéressés par les experts qui peuvent nous éclairer sur les interactions entre environnement et santé.
donc créé une institution regroupant médecins du travail et médecins généralistes, en se penchant sur ce qu'on a appelé la santé et l'environnement. On a créé un centre, appelé Centre de santé et environnement, qui a pour mission d'analyser l'environnement dans ces trois dimensions. L'habitat, puisque les gens se sentaient menacés par les industries, le monde industriel, et là c'était les médecins du travail qui y étaient, et le monde agricole. Dans chaque zone qui n'est pas une grande ville, vous avez les trois partenaires. Si l'agriculture est le plus petit pourcentage en termes de population, c'est le plus grand en termes d'occupation de terrain. Et on essaie de faire la synthèse de ces trois dimensions-là. On a créé le service de santé de l'agriculture wallonne, qui couvre toute la région wallonne, qui essaye d'appliquer la prévention telle qu'elle est conçue dans le monde du travail au monde agricole, qui est un monde indépendant. Mais on touche immédiatement les problèmes environnementaux, les pesticides, les herbicides, on va en parler encore ici. Et alors en plus, nous avons été chargés, Société scientifique de médecine générale, qui regroupe combien de médecins? Environ 3000 médecins généralistes dans le canton. On a créé une cellule qui s'appelle Santé, SSMG CET, les centres d'enfouissement technique. Nous avons été chargés par le ministre Ludgen d'une part et puis par le ministre Forêt de faire le suivi sanitaire de 6 décharges wallonnes, à Lambert, Mont-Saint-Guibert, à Trois-Chapelles, Belderbuche, Bras-de-Château, Morlanvais, et nous terminons cette étude qui a commencé il y a 3 ans. Plus d'autres questions, plus d'autres interventions? Oui, là. Oui, bonjour. Moi, je tiens à prendre la parole en tant que simple citoyen et j'entends depuis ce matin que la science a toujours besoin de preuves pour pouvoir soit mettre un nom sur une maladie ou trouver la cause d'une maladie. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que la science ne se base pas sur le même système empirique avant de mettre les produits en commercialisation ou avant de nous mettre en contact sans le savoir avec ces produits. Pourquoi ces produits sont toujours diffusés avant qu'on s'en rende compte? Voilà. Des questions qui sont venues dans l'urne. Je vais les passer vite en revue, je ne vais pas en cibler une en particulier. Je pense qu'il y a déjà des questions qui ont été rencontrées auparavant, mais c'est bien de voir un peu l'aspect récurrent de certaines questions. D'une part, il y a quelques réflexions qui font le constat qu'il y a déjà des certitudes, qu'il y a déjà des choses qui sont déjà établies et qui attendent des décisions sur le terrain. Donc, pas mal de réactions sont « on a des constats ». Que fait-on? Que doit-on faire? Et qui est en charge de prendre cette responsabilité-là? Dans le lien de cette réflexion-ci, il y a une autre question qui est posée non seulement sur la responsabilité des personnes qui mettent sur le marché un certain nombre de produits, mais aussi la prise de conscience des citoyens dans leur comportement de tous les jours par rapport à des activités qui leur semblent tout à fait bénignes et anodines, mais qui sont porteuses peut-être à moyen ou à long terme d'effets négatifs sur la santé. Ça, c'est un autre élément. Donc, une information, une prise de conscience aussi de la part du citoyen dans ses comportements de tous les jours, ce qui pose la question de l'information, de l'accès à l'information, de la transparence, etc. Et qui pose aussi la question de la difficulté d'établir les liens de causalité entre des comportements et des effets de plat, mais ça on l'a déjà dit, l'effet de dose apparemment on ne compte plus. Alors d'autres éléments aussi ont été mis sur la table, notamment la question de savoir si le financement et la prise en charge financière de l'approche environnementale par les médecins doit être prise complètement en charge par l'État, d'une manière ou d'une autre, par les pouvoirs publics, ou est-ce que le patient doit assumer lui-même, en tout cas dans un premier temps, une partie de cette responsabilité, de cette charge financière? Donc en fait, qui paye? Qui va payer l'intégration de cette nouvelle approche, de cette nouvelle intégration des questions environnementales dans l'approche médicale? C'est une question qui a été posée, mais qui a déjà été adressée tout à l'heure en partie, mais je vous fais part que c'est une question qui est encore revenue depuis tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel des questions qui ont été réinterrogées dans l'une depuis tout à l'heure. Nous ne sommes pas très nombreux au niveau des universités. Peut-être reprendre la question qui a eu lieu sur la formation. Je suis un peu triste de dire finalement au niveau de la formation, on est les universités, les hautes écoles qui offrent